Merci, bonsoir. Je suis heureuse d'être ici avec vous ce soir pour d'abord vous parler de ce qui est pour moi, vous le lisez là, un engagement. Bien sûr, je vais vous montrer un petit peu mon travail. Je vais illustrer mes propos avec mon travail, mais en réalité, je voudrais surtout vous convaincre tous ici qu'il est urgent de faire quelque chose. Voilà. Et qu'en plus, c'est facile et qu'on en retire énormément de plaisir. Alors, pour compléter un petit peu ce qui vient d'être dit, que je n'ai pas compris, donc je suis architecte, j'ai mon bureau à Paris. Je travaille maintenant je suis architecte depuis 31 ans. Je suis donc enseignante, j'ai beaucoup enseigné. J'ai enseigné aux États-Unis, en Angleterre, en Norvège, en France aussi, en Allemagne. Et puis maintenant, depuis 12 ans, je dirige le département d'architecture et développement durable à l'Université technique de Vienne, en Autriche. Donc je suis presque une voisine, mais c'est la première fois que je viens à Prague. Voilà. Je suis, comme je le disais, engagée depuis 31 ans maintenant. Le temps passe vite. 31 ans dans cette voie de ce qu'on n'appelait pas à l'époque, dans les années 70-80, le développement durable. On parlait d'architecture écologique, d'architecture solaire, d'architecture bioclimatique, dans les années 70, pendant que j'ai fait mes études. Il y avait les premiers chocs pétroliers, toute cette idéologie aussi post-68, les hippies, les mouvements babacool, comme on dit maintenant, un enseignement de l'architecture qui était à ses débuts en France, qui sortait à peine des écoles des beaux-arts. Et quand je suis sortie de l'école, eh bien, avec mon associé de l'époque, Gilles Perrodin, on a gagné tout de suite un prix international qui était le premier prix européen d'énergie solaire passive. Voilà. Et depuis cette année-là, depuis 1980, eh bien, on a d'abord tous les deux essayé pendant quelques années, et puis maintenant, moi, seule, de continuer à exercer en conformité avec nos convictions. Alors, dans les années 80, en France, le problème de l'écologie, ça n'existe pas. Hein. D'ailleurs, il y a suffisamment d'énergie, il n'y a pas de problème avec les ressources, le nuage de Tchernobyl en 86 s'arrête à la frontière. Bref, nous sommes protégés de tout problème environnemental, quel qu'il soit. Alors, c'est assez difficile, on continue on travaille, bien sûr, et je dirais que c'est que depuis le début des années 2000 qu'en France, il y a une prise de conscience. Mais elle est allée très très vite. Elle est allée très vite à partir du moment où un certain nombre de personnes se sont engagées, comme Al Gore par exemple, pour dénoncer les catastrophes qui nous attendent si on ne fait rien. Et c'est vrai que depuis ces années 2000, on sent un mouvement très important en France, dans l'Europe entière, sur ces sujets-là. Mais en 1980, il n'en est pas question. Il n'en est pas question, et les tout premiers projets que l'on fait à l'époque sont des projets qui sont connus pour leur architecture, mais dont on parle très très peu du point de vue que nous défendions à l'époque, comme par exemple cette petite maison en Ardèche, des matériaux bruts à l'intérieur, à l'extérieur, une brique isolante de 40 cm d'épaisseur, ou cette petite maison serre, une maison achetée sur catalogue, construite sur un site à Lyon, et dans laquelle les habitants ont construit ensuite leur maison à l'intérieur de la serre. Et on verra que cette thématique de l'enveloppe microclimatique, comme je l'appelle aujourd'hui, est récurrente en fait dans mon travail. En 1981, grâce à ce concours gagné, concours européen qui était un appel à idées, qui développait une maison autonome en énergie,
on avait pu avoir accès à un certain nombre de grands concours en France. Celui-là, c'était une école économe en énergie. Le gouvernement français, au début des années 80, était quand même sensibilisé. On sortait du premier, du deuxième choc pétrolier. Mais ça s'est terminé absolument après. Là, c'est une école à Cergy-Pontoise, école économe en énergie à l'époque. Puis d'autres projets sont arrivés, voilà, toujours en France. Là, vous voyez l'école d'architecture de Lyon, achevée en 1987. J'avoue que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été diplômée à 23 ans et j'ai immédiatement eu accès à des commandes très, très importantes et prestigieuses. Cette école d'architecture, par exemple, et ceci alors que je n'avais jamais travaillé dans un cabinet d'architecte. Donc vous pouvez imaginer, je sais qu'il y a de jeunes architectes dans la salle, la difficulté que peut représenter pour quelqu'un de s'attaquer à des ouvrages aussi importants dans leur taille, leur dimension, leur budget, mais aussi leur prestige quand on est aussi jeune. Mais si on travaille beaucoup, on y arrive. Et vous voyez là l'école d'architecture de Lyon et sa façade principale, avec à l'étage, eh bien à l'étage une double façade vitrée. Ça a été, je pense, la première, je crois au monde, double façade vitrée, qui avait pour objectif de capter sur la façade est le matin la chaleur du soleil réchauffant cette serre pour l'injecter dans la façade ouest, et à l'inverse l'après-midi, en hiver bien sûr, capter la chaleur de la façade ouest, de la serre ouest, pour la transférer sur la façade est. Cette façade n'a jamais fonctionné pendant 20 ans, pour plein de raisons, mais entre autres parce qu'on n'avait même pas les moyens à l'époque véritablement de calculer le fonctionnement thermique de cette façade. Aujourd'hui, c'est très simple. Des doubles façades, on en voit de partout, on sait les maîtriser à peu près. À l'époque, ce n'était pas le cas. Et c'est ça, je pense, qui a été aussi une grande révolution dans les années 80, 90, 80 avec les premiers ordinateurs, 90 avec plus de puissance de calcul. Ça a été la capacité de simuler le fonctionnement thermique d'un bâtiment. Je continue sur l'histoire, et puis après, je reviendrai au fond du sujet. Là, ce sont des maisons en terre, en pisé. Des maisons en terre qui sont couvertes par une toiture serre qui réchauffait l'air avant qu'il soit réinjecté dans le bâtiment. Des maisons en terre, des maisons en pisé, une opération expérimentale du gouvernement français, lancée, je pense, c'était en 1983, dans l'objectif de réhabiliter la terre comme matériau de construction pour essayer de convaincre les pays qui avaient ce matériau à disposition et fort peu d'autres, en particulier les pays africains, de construire en terre et en offrant une image de modernité. Là aussi, ça n'a pas du tout fonctionné. Mais ça, je vous raconte ça pour vous expliquer que pendant ces années-là, eh bien, il y avait quand même un désir qui était sous-jacent, mais qui n'était absolument pas développé politiquement, économiquement, philosophiquement. Ça, c'était ma maison à Lyon. Et ça correspond à l'époque où vraiment on arrive à développer une stratégie de conception sur les sujets alors qu'on appelle aujourd'hui développement durable. Développement durable, très mauvaise traduction du mot sustainability, très mauvaise, puisqu'elle parle de développement. Est-ce qu'on a besoin de se développer ? Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par répondre à des besoins avant de songer développement à tout prix et valoriser ce qu'on a avant de se développer aussi ? Et puis durable, qui laisse penser qu'il faut que les bâtiments, en tout cas pour l'architecture, durent. Or, moi, je ne suis pas du tout certaine que ce soit là l'avenir d'une architecture intelligente, que d'en faire